on l'a dit, c'est mal joué, c'est volontairement du mauvais goût. Enfin, je veux dire, si c'était pour donner ses lettres de noblesse à la création alternative, on parlait de TikTok, ce serait pas en faisant des trucs nuls pour dire voilà ce que c'est l'alternative, quoi. Pourtant, TikTok, c'est spécifiquement le lieu où on crée dans l'impureté. Radu Jude, donc, c'est un cinéaste un peu étonnant qui est apparu dans un peu le sillon des cinéphiles français grâce à N'attendez pas trop de la fin du monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup Bad Luck Bending, Bad Luck Bending, on a déjà fait pas mal parler. Oui, parce que c'est l'ours d'or de Berlin. Ouais. Ah oui, bien sûr. Et donc, cette année, il nous revient avec 2 films sortis à 2 semaines d'intervalle, dont Europe 51. Non, rien à voir. Mais si, tout à voir. Mais donc, Continental 25 et Dracula, qui ont été tournés en même temps. Continental 25 a eu l'ours d'argent du meilleur scénario, si je ne me trompe pas. Pour un film qui n'a pas été écrit. C'est dire le niveau de la compétition. Il a été improvisé ? Oui. À peu près, ouais. Exceptionnel. Et le film donc a été tourné en 10 jours pendant le tournage de Dracula. C'est ça. Dracula est le blockbuster des deux. Voilà, Dracula donc qui s'inscrit dans tous ces films sur Dracula qui sortent en ce moment, c'est-à-dire le film de Luc Besson, le film de Robert Eggers et bientôt un nouveau film de Chloé Zhao. Ah ouais ? Ah bon ? Et oui, qui va sortir un Dracula. Parce qu'elle va faire un film qui s'appelle Hamnet, mais c'est pas ça. Un autre truc. En tout cas, on annonce d'ailleurs un Frankenstein de Radu Jude avec le mec qui a joué Trump là dans The Apprentice. Sébastien Stan ? Oui. Pourquoi pas. Donc en même temps que le Frankenstein de Del Toro. Finalement, il aime bien prendre des films qui sortent et en faire des trucs bizarres. On en parlera tout à l'heure. Et donc, Elias est un fin connaisseur de Radu Jude, le cinéaste, tu as vu tous ses films, et de Radu Jude, l'être humain. Car il est marrant. Il est marrant. Tu le connais un peu, non ? En tout cas, parce que tu as eu l'occasion de lui parler plusieurs fois. Tu as son numéro de téléphone. On peut potentiellement l'appeler pendant l'émission. J'ai pas son numéro de téléphone. Aïe. Est-ce que tu peux nous présenter en moins de 3 minutes Radu Jude ? En moins de 3 minutes ? Ouais. Allez. Alors, Radu Jude, je crois qu'il a le même âge que Microciné. C'est comme ça que tu veux utiliser ces 3 minutes. Il est peut-être. On n'a plus de temps, merci Elias. Non, alors Radu Jude, donc c'est un cinéaste qui a émergé au moment de la nouvelle vague roumaine, c'est-à-dire ce courant des années 2000 où ont émergé Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu et d'autres Cristian Mungiu. Que des un vent dans l'autre. Non, pas du tout. Ce sont de réels cinéastes qui existent tout à fait. Et Radu Mutean, pour qui il a été assistant réalisateur, il a aussi été assistant réalisateur de Costa Gavras pour L'Aveu, il me semble. Non, pas L'Aveu. Je sais plus. Attends, quoi ? Un film avec Kassovitz. Amen. Radu Jude a fait ça ? Oui, il a été. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup cumulé de métiers. Ok. Il a aussi réalisé beaucoup de publicités. Et donc, son premier long métrage s'appelle La fille la plus heureuse du monde, où justement, il met en scène le tournage d'un spot publicitaire où vont se trouver un film plutôt d'une veine néo-réaliste, mais où le tournage du spot publicitaire va se trouver interrompu par un ensemble de préoccupations socio-économique de l'époque. Ce qui évoque N'attendez pas trop de la fin du monde, puisque la deuxième partie du film... N'attendez pas trop de la fin du monde, ce qui évoque Dracula aussi, dans une certaine mesure. C'est un cinéaste qui émerge, donc à ce moment-là. Disons que le moment où il est apparu un peu comme un cinéaste européen important, c'est avec L'Ours d'Argent qu'il a reçu pour Aferim, qui est un excellent film sur... la question des tziganes en Roumanie et l'anti-tziganisme en Roumanie, où il met en scène une sorte de western à l'époque de l'esclavage des Roms. Voilà, et c'est quelqu'un qui a beaucoup eu à charge de d'étudier l'histoire de son pays, la Roumanie et sa richesse, et puis ses façons, puisque c'est un pays qui, donc, après la chute de Ceausescu en 1989, est plutôt un pays qui s'édifie sur un récit national glorieux, disons, tout était mieux que Ceausescu, et bien non. Notamment, il y a une dictature fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale qui est à l'objet de son film Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares. Et où il a aussi fait beaucoup de films sur des photographies qui ont été prises pendant la Seconde Guerre mondiale et sur le génocide
juif qui s'appelle The Dead Nation et Exit on the Trains. Et puis donc il est vraiment devenu famous, avec un peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, qui a eu un petit écho en France, qui est un peu le moment où il a commencé à apparaître sur les écrans français. Sur les échographies. Sur les échographies françaises. On observait et bam, mon bébé, il a la tête de Radou Joudé. Et... voilà, j'aime beaucoup vos petites bêtises. Revenons au sérieux. Radou Joudé préférait nos bêtises. Et puis donc, il a reçu l'Ours d'Or pour Bad Luck Banging or Lonely Porn. Et puis, il est devenu un peu un cinéaste incontournable à ce moment-là. Et puis, n'attendez pas trop la fin du monde il y a 2 ans. Et aujourd'hui, coup sur coup, Continental 25 et Dracula. Sachant qu'il a fait une petite rétrospective, organisée par le Centre Pompidou et sachant que MK2. De plus, il a réalisé entre N'attendez pas trop de la fin du monde et Dracula 2 longs métrages qui ne sont pas sortis sur les écrans français. Sleep 2, qui est un remake de Sleep de Andy Warhol, et 8 Postcards from Utopia, qui est un film sur les publicités de l'ère post-Ceausescu. Et on va pouvoir... Merci, donc tu as été tout à fait succinct, donc déjà bravo. Oui. Et on va pouvoir répondre durant cette soirée à est-ce que les films de Radou Joudé sont proportionnellement qualitatifs à la longueur de leurs titres, puisque surprenamment, Continental 25 et Dracula sont des petits titres, et de l'avis de 2 d'entre nous en tout cas, peut-être pas forcément les plus grands films de Radou Joudé, mais on va peut-être expliquer un peu en quoi consistent ces 2 films. Alors je sais pas si on commence par Continental qui est sorti avant, peut-être. Peut-être qu'on commence par Continental aussi dans la mesure où il a le droit à un peu plus de distribution que Dracula, qui a une micro-distribution. Il est dans une salle à Paris. Pour des raisons qu'on comprend. Après, Bad Luck Banking avait une seule distribution à Paris, qui était aussi au MK2 Beaubourg. Pour une raison qu'on peut aussi comprendre, qui est que le film commence par 3 minutes d'un film pornographique. Oui. Peut-être à effrayer certains distributeurs. Oui. Après, je pense qu'un Infomaniac a été mieux distribué potentiellement. Peut-être, c'est vrai. Oui. Donc, Continental 25, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Orsolia, qui est huissière de justice à Cluj. Je sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit comme ça. En Roumanie, et qui doit expulser un SDF pour permettre la construction d'un hôtel qui sera donc un hôtel continental. Le SDF se suicide en se pendant au radiateur, et ça va un peu ébranler, on va dire, la conscience de Orsolia, qui va passer le reste du film à un petit peu remettre en question, ou pas d'ailleurs, sa place dans ce grand système capitaliste. Et le film va ensuite commence. Donc le film commence par quelques minutes qu'on passe plutôt du côté de ce sans-abri. Une dizaine, peut-être quinzaine de minutes. Ouais. Et ensuite, on va suivre donc Orsolia dans une série de scènes dialoguées, puisque le film se concentre principalement sur des dialogues, avec une série d'interlocuteurs qui vont la rassurer, ou en tout cas discuter avec elle de cette question de cas de conscience finalement. Et on peut aussi dire qu'il y a un fort rapport à Rossellini, mais en plus c'est le mois Rossellini, c'est-à-dire qu'on a le droit donc à Continental 25 qui s'inscrit dans la continuité de Europe 51, comme Chien 51 de Cédric Jiménez. Oui, c'est ça. Ah oui, Chien 51, c'est un... Non, ça n'a rien à voir, je pense, avec Europe 51, mais c'était pour la blague. C'est une joke. Respire. Cédric Jiménez a donc été invité dans cette soirée. Mais Gilles Lelouch joue Rossellini, hein. C'est pour ça qu'il s'éteint les cheveux. Et non, mais peut-être dire que le rapport, c'est que en tout cas, un des rapports, c'est que Europe 51 est l'histoire d'une grande bourgeoise qui, suite à un suicide de son fils, c'est ça, un deuil, un meurtre, à une mort plutôt, va elle-même se remettre un petit peu en cause et aller à la rencontre d'un certain nombre d'interlocuteurs qui sont, dans le cas du film de Rossellini, les classes les plus prolétaires et les plus précaires de Rome. Et Radou Joudé ne se prive pas de mettre une petite affiche de Europe 51 à un moment dans Continental 25. Absolument. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on commence par ça et ensuite on fait Dracula? Comment vous voulez raisonner? Je pense qu'il faut probablement traiter un objet l'un après l'autre. Après, on peut peut-être dire que les films, à leur échelle respective, représentent assez bien 2 pôles, on pourrait dire, de la mise en scène de Radou Joudé. Dracula, ce serait le côté un peu sale gosse, mauvais goût revendiqué, et Continental, plutôt une veine un peu
plus proche d'une certaine sécheresse un peu d'un cinéma de la modernité, avec un fort contenu évidemment politique sur la Roumanie contemporaine et la façon dont elle traite les marginaux. Ben donc si on commence par Continental, on peut dire répéter qu'il a été tourné en 10 jours, préciser qu'il a été tourné à l'iPhone, Oui. et donc qu'il assume une sorte de piètre qualité de l'image, notamment avec le focus et l'autofocus Oui, qui de temps en temps vient un peu vrombir dans le plan comme ça. Et la majorité des plans... des insectes qui viennent sur le... Ah ouais? Sur la J'ai caméra, pas remarqué je ça. me souviens plus. Mais donc, la qualité d'éclairage, de cadrage, de temps en temps, est plutôt tirée vers le bas naturellement par ce système de tournage, et va donc reposer essentiellement sur des comédiens qui parlent, dans des espaces qui existent, dans lesquels la réalité peut intervenir de temps en temps. Je pense notamment à une séquence de dialogue où une sorte de musique techno apparaît alors que les deux femmes parlent, dont on se doute que c'est une musique qui est apparue contre le désir de Radu, mais qu'il a assumé et qu'il a accepté sans se dire ok, on attend que ça se termine, on la met dans le film, on laisse la séquence de dialogue continuer. Tu disais donc que le scénario a surtout été improvisé, c'est ça ? Bah, en tout cas, c'est un film improvisé, puisque c'est un film... tourné en gros, sur le côté il arrive à une certaine forme de théorie de sa propre production qui rapporte beaucoup au cinéma de Roger Corman. Et l'idée de Radu Jude, c'est un peu avec ce qui me reste, je vais tourner un film. Un peu de bout de ficelle, ouais. Voilà, exactement. Avec les mêmes acteurs. Avec par exemple cette anecdote de Roger Corman qui avait, je sais plus, Boris Karloff ou je sais plus qui. Il lui restait 2 jours de tournage, et ben hop, on va faire un film avec Boris Karloff pour utiliser ces 2 journées de tournage plutôt que de lui rembourser. Oui, je disais dans l'entretien que tu as fait avec lui que presque il considérait avoir raté quelque chose s'il faisait pas 2 films en même temps, quoi. C'est un peu sa façon de... Oui, en de tout bien cas, travailler. il y a un peu ça. Enfin, c'est un cinéaste qui a une profusion d'œuvres qui est gigantesque et de plus en plus aussi. Avec sa reconnaissance, il va se servir de tous les moyens dont qu'il peut prendre pour tourner. Donc il y a quelque chose aussi très intéressant dans cette démarche boulimique, mais qui est indexé à une réflexion très juste sur le contexte de production. Enfin voilà, il fait un film avec un truc qui filme, mais il le fait pour des raisons peut-être plus justes que Orelsan. Non mais... Il a rien fait Orelsan, le con. Il a raison au fond. Oui. Ça fait partie un peu d'une sorte d'énergie de note, quoi. Une des spécificités peut-être de Continental, surtout par rapport à ces 2 films précédents, qui sont peut-être ceux qui sont le plus clairement dans l'esprit de certains cinéphiles, c'est, on va dire, la relative unité du film. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on est en drapeau français, c'est pour un peu équilibrer. Tout à fait. Mais non, mais on fait partie des gens qui mettent des drapeaux français pour le récupérer Antoine Léaumont, droite, exactement. c'est ça. Et parce que N'attendez pas trop et Bad Luck étaient des films qui étaient construits sur une forme de disparité au sein des images qui mettaient en jeu, où il y avait différents niveaux, différents registres qui entraient un peu qui s'entrechoquaient les uns les autres, qui s'entrechoquaient un peu les uns les autres, et notamment dans N'attendez pas trop, on avait à la fois des séquences au présent en noir et blanc, des images d'archives en couleur, et toute la deuxième moitié du film était un plan séquence unique qui était en couleur, mais vu depuis le point de vue d'un appareil de prise de vue qui est dans la diégèse du film, quoi. Et donc voilà, il y avait cette espèce de multiplicité. Et dans Continental, au contraire, on va dire, plutôt un film d'un bloc ou composé d'une série de blocs, puisque c'est souvent des plans assez longs. Et en fait, on pourrait dire un peu de loin, mais un dispositif qui s'approche plus de celui, par exemple, d'un Hong Sang-soo, c'est-à-dire des films très modestes, principalement centrés sur la parole et l'utilisation de plans séquences, avec une certaine porosité aux événements qui peuvent arriver de manière plus ou moins fortuite au sein des plans. Maintenant, je te lance un peu là-dessus, Elias, puisque assez vite va se dessiner l'idée que toi, tu aimes bien les films et nous, on les trouve un peu moins bons que toi, on va dire. En tout cas. Au mieux inintéressant, au pire complètement raté. C'est que, disons que
la limite entre une sorte de sécheresse de la mise en scène, et on pourrait dire aussi que c'est un héritage de la modernité, hein. Il y a cette idée chez Rossellini d'un certain dépouillement du découpage pour essayer de capter les choses telles qu'elles sont. La limite entre ça et une forme un peu de pauvreté formelle est assez fine. Waouh. Ne tombe-t-on pas du second côté de cette petite Je barrière? dirais pas ça. Non, je dirais pas que... En fait, l'idée de Continental 25, c'est de s'inspirer des vues de lumière. Et donc de tourner en plan fixe, plan séquence, toutes ces séquences. Donc de laisser un peu la parole se dérouler dans les scènes de dialogue. Ça dure plus que 59 secondes, par contre. Oui. Mais avec cette idée aussi que, dans le contraste avec Europe 51, c'est que le personnage principal va suivre la trajectoire opposée du personnage d'Ingrid Bergman, qui, elle, va être plus ou moins sanctifiée, en fait, par le film dans Europe 51. Voilà, ce qui va se passer dans Europe 51, c'est que tous les interlocuteurs qu'elle va rencontrer, notamment les maîtres à penser, je dirais, plus que les prolétaires, les ouvriers et ouvrières. Oui, elle commence en parlant avec un communiste, Ouais, c'est lui qui va l'accompagner. Mais le communiste va l'accompagner, ensuite il va y avoir la foi qui va l'accompagner, voilà, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la conversion. Continental 25, et je pense que en partie ça peut constituer la limite du film, c'est un film sur l'impossibilité de la conversion, et tous les interlocuteurs que va avoir le personnage principal vise à ne pas se poser la question, tout ce qui se passe. En gros, la rassurer. C'est un film sur un non-événement. C'est un film sur un non-événement et qui est aussi un film sur un territoire, donc le même territoire que celui de Dracula, la Transylvanie, avec cette particularité que c'est un territoire en conflit encore aujourd'hui, puisqu'il y a des communautés hongroises qui vivent en Transylvanie avec des conflits de xénophobie, c'est représenté dans le film. Je parle trop fort, je parle pas fort. Mais ne change pas, parce que sinon Ok, on s'en d'accord. Voilà, exactement. Voilà, donc on a cette réflexion sur le territoire. Et il me semble que c'est peut-être l'enjeu secondaire mais principal du film, c'est le récit de ce territoire et de comment, peu à peu, il est dépossédé de sa vitalité, de son histoire. Et il y a cette séquence, attention spoiler, à la fin du film, où il va... En fait, Mais attention à ce que tu vas dire. Spoiler de quel film? De Continental? De Continental. Il y a quoi à spoiler dans Continental? Eh bien, si le personnage au début du film, si le mendiant est décédé, c'est parce qu'il fallait l'expulser pour la construction d'un complexe hôtelier. Et à la fin du film, Radu Jude va filmer des chantiers. des chantiers, et puis l'associer à des images de cimetières. Et c'est une figure qui en fait revient énormément dans son cinéma, et notamment dans N'attendez pas trop la fin du monde. C'est celle du grignotage, de la transformation du territoire romain. Et il me semble que l'enjeu du film est à la fois moins dans le remake d'Europe 51, le récit de cette confirmation, et un peu au final de ce cynisme généralisé de la société romaine, que dans la mise en scène d'un territoire dans lequel il va s'installer à la fois dans Continental 25 et dans Dracula. C'est vrai que dans le film de Rossellini, il y a quand même une sorte de double trajectoire entre la sanctification progressive d'Ingrid Bergman, pardon, et aussi le fait qu'elle termine son film dans un asile, ou en tout cas que en fait, sa question soit traitée scientifiquement, parce que les gens se disent ce n'est pas possible de suivre cette trajectoire-là, elle est en dehors du canon. Elle doit des être clous. folle. Ici, le personnage veut à tout prix éviter de sortir de ces clous-là, et Radu Jude nous dit clairement que moi j'y vois beaucoup de cynisme, en effet cette trajectoire n'est plus possible, mais même on ne veut plus la voir, et on veut simplement rentrer dans des clous, rentrer dans ce système, et on veut pas en sortir. Même quand on s'en dit anti, finalement on y reste par peur d'être confronté à l'altérité par la suite, et cette femme
peut sembler tout à fait touché par son histoire, et finalement, en fait, n'a pas non plus envie de lutter contre activement, mais va juste en témoigner auprès de certaines personnes, va faire preuve d'une recherche de foi auprès d'un prêtre, mais dont on sent que, comme tu le dis aussi, c'est potentiellement que pour faire partie de la communauté, essayer de se revaloriser aux yeux des autres plutôt qu'aux yeux d'elle-même. Tu penses? Cette rencontre. Moi, j'ai l'impression qu'elle est sincère, mais qu'elle ne trouve pas, contrairement à Ingrid Bergman, d'interlocuteurs qui lui permettent de prendre conscience. Enfin, peut-être que... En tout cas, ce qui est intéressant, par exemple, sur la question du prêtre, c'est que dans le film de Rossellini, les figures un peu d'autorité au sens large sont plutôt des réfractaires à sa démarche. En tout cas, les prêtres, par exemple, sont plutôt... vont essayer de faire frein à son espèce d'élan d'altruisme inattendu. Et donc, ceux qui auraient été des antagonistes dans le film de Rossellini deviennent ici plutôt les alliés, on va dire, du personnage principal dans Continental, puisqu'ils vont l'aider à aller vers, non pas une remise en cause profonde, mais un retour à la norme qui est la sienne, quoi. Et je dirais qu'une des choses qui serait à mon avis assez intéressante, mais je pense qu'il y a une idée un peu purement théorique, c'est précisément ce que tu as dit, Loïc, c'est-à-dire si on refaisait les mêmes circonstances, plus ou moins, bien sûr, que dans Europe 51, la transformation n'aurait pas lieu. Et une des choses qui est intéressante à l'échelle du film là-dessus, c'est la question, je dirais, de l'altérité, puisque dans les films de Rossellini, les prémices du scénario visent souvent à la confrontation en fait d'altérité. Dans Stromboli, c'est Ingrid Bergman et des pêcheurs siciliens. Et l'espace aussi. Et l'espace, oui, bien sûr, ouais, absolument. Ouais. Et dans Europe, c'est des gens de classe sociale opposée, en gros. Puisque Bergman joue une grande bourgeoise dans le film. Et là, dans Continental, on pourrait dire que finalement, l'altérité est passée à la vitesse supérieure, puisque le sans-abri, on ne le voit que dans la première séquence du film, quoi. Et ensuite, il est en dehors même du film lui-même, quoi, on pourrait dire. Mais d'ailleurs, il faut décrire comment il apparaît au début du film, c'est qu'il apparaît d'une manière complètement opposée à Rossellini, c'est qu'il apparaît comme figure comique. C'est la première partie du film est quand même très drôle. Je sais pas si oui. Vous avez oui, il y a quelque chose. mais voilà, aussi, dans cette manière de prendre un rebours, peut-être les films avec Ingrid Bergman sont des films plutôt dramatiques. Après, Rossellini a lui-même fait des comédies, mais les films avec Ingrid Bergman sont des films plutôt tragiques. Etc. D'ailleurs, l'humour, il vient aussi de l'incongruité de la position de ce personnage, puisqu'il apparaît dans une espèce de parc dans lequel il y a des dinosaures un peu animatroniques, voilà. Et donc, il y a une espèce de rencontre comme ça complètement improbable entre les deux, mais qui en fait n'est que le symptôme de l'hétérogénéité qui existe entre ce personnage et la cité urbaine contemporaine dans son ensemble, quoi. Et ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que dans le film de Rossellini, la trajectoire de Bergman, c'est d'essayer aussi de comprendre les motifs du suicide de son fils, dans la mesure où elle va essayer de connaître, de comprendre les derniers mots qu'il aurait prononcés avant son suicide, et d'essayer de... Forcément, t'es une mère, ton fils se suicide, tu essaies de comprendre pourquoi. Ici, le suicide du pauvre SDF, le motif est clair, il est limpide pour tout le monde, et il n'y a aucun moment où le personnage va interroger ça, ce qui est normal. Et donc, s'il n'y a pas de choses à comprendre, c'est que tout est déjà là, et dans un monde où tout est déjà là, mais on ne fait rien, alors... Oui, mais la différence aussi dans cette opposition entre deux mondes, c'est que dans le monde de Rossellini, le rapport de classe, il pouvait aussi être vécu au quotidien par la réalité de l'économie de l'époque, qui était le patron d'usine vivait dans l'usine, voilà, qu'il y avait une réalité de classe qui pouvait être vécue au quotidien, alors que les enjeux de Continental 25 et les enjeux que travaille Radu Jude systématiquement, c'est justement le fait que la Roumanie est un territoire qui est pénétré par des intérêts étrangers et qui sont une économie globalisée, le néolibéralisme qui vise justement à faire d'un territoire, à exproprier un territoire, mais sans connaître des expropriateurs. En fait, toutes les personnes
elle n'est que l'infime rouage d'une machine beaucoup plus large contre laquelle s'élever est beaucoup plus complexe qu'à l'époque où voilà, tu connaissais ton patron. Oui. Et même, il y a aussi un rapport dans le film, entre guillemets, à l'aide aux autres, qui va être réglé à un moment par un virement bancaire effectué à une autre femme à côté d'elle. Et donc, on éloigne comme ça, comme tu le dis, un peu... on les regarde en vidéo, les pauvres qui vivent dans un autre pays dans des conditions horribles. Et pour essayer de les aider, on fait par 2 clics un virement bancaire rapide. Et d'ailleurs, sur cette question un peu des influences étrangères, ce qui est aussi intéressant dans le film, c'est de sentir qu'il y a à la fois, on va dire, une ouverture de la Roumanie au capitalisme étranger et en même temps un sentiment nationaliste de l'intérieur, qui fait que finalement la marge se réduit un peu des deux côtés, quoi. Donc ça, voilà, ça c'est plutôt intéressant, mais là où j'ai plus de réserves sur le film, c'est que ça me semble des idées qui sont soit théoriques, soit exprimées essentiellement par du dialogue, mais qui vont poser des problèmes de mise en scène, en fait. Je suis d'accord. Parce que précisément là où chez Rossellini il y avait on va dire une découverte de l'autre au sens large, tu vas faire une bêtise encore, Hilarant. il y avait presque la bouche sur la mienne, mais faut attendre que ça revienne. Et donc là où il y avait une espèce de découverte de l'autre, là au contraire toutes les scènes un peu de dialogue, on pourrait les assimiler à une série de huis clos, puisqu'en fait le cadre est fait de telle sorte que on ne voit pas trop l'extérieur, qui va arriver un peu par petites touches. Effectivement, tu as parlé de cette musique. Il y a un autre embryon à un moment où le prêtre se bat momentanément avec une voiture télécommandée qui lui tape dans les jambes, mais en fait, ça intervient pas vraiment pendant le dialogue ensuite. Mais ce qui fait que, de fait, on pourrait dire que le film vise volontairement une forme d'évidement, mais qui devient aussi celui de la mise en scène, quoi. Parce que la différence avec Hong Sang-soo, c'est que déjà, les plans séquences d'Hong Sang-soo sont assez finement composés sur la place de chacun des personnages, etc. Et puis surtout, ils offrent, et leurs conditions de tournage modestes offrent, en contrepartie, on pourrait dire, une certaine disponibilité à l'irruption du réel et à des phénomènes plus ou moins prévus. Voilà, que ce soit, je sais pas, la lumière change, un personnage intervient, etc. Et là, dans Continental, finalement, on pourrait dire qu'une fois qu'on a compris que la révélation n'arriverait pas, que la remise en cause n'aboutirait pas, ce qui arrive assez tôt en fait dans le film, je sais pas si on dit au bout de 30-40 minutes ou de sa moitié, quoi, qu'est-ce qu'il reste à regarder pour nous spectateurs pendant la deuxième moitié du film, quoi. Oui, je pense notamment à toute la scène de dialogue avec le jeune dans le cinéma, où il se met à répéter ad nauseam différentes histoires zen, où on a bien du mal à comprendre le pourquoi du comment, à la fois en mise en scène, c'est-à-dire que, en effet, comme tu l'as dit, maintenant qu'on a compris le concept esthétique, on l'a, mais en plus dans le dialogue qui est d'une volontaire, comment on dit, c'est insipide, c'est ça. On finit par regarder un peu le néant, quoi. Et on se demande, est-ce que, comme tu l'as dit, le film dit autre chose que ce film n'existe pas? Parce que Joudet est quand même plutôt un cinéaste assez joueur d'ordinaire. Là, il y a quelques moments où on sent qu'il est un petit peu... Il y a je sais pas, un moment, une affiche de je ne sais plus qui, et il y a un élément au premier plan qui fait comme s'il avait une moustache... du président ou du Premier ministre. Ouais, je sais, j'ai un doute, oui. Oui, mais je pense que c'est aussi, comme je l'ai dit, avec cette question des vues-lumière, c'est aussi une tentative d'expérience, quoi, de voir ce qui se produit dans dans ces dialogues, voir ce qui se produit dans ces dialogues et dans l'intensité de réel que c'est. Après, moi, je suis pas un opposant du film, mais c'est vrai que c'est un film qui me plaît moins que Dracula ne peut me plaire. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue aussi dans l'intensité du plan séquence, etc. Puisque au sein même du film, il sait s'en échapper, notamment avec cette séquence de montage à la fin du film. Et puis, c'est quelque chose aussi qui sait manier l'intensité du dialogue. Enfin, il y a un film qui s'appelle Upper Case Print,
qui mêle justement des dialogues entre eux, qui rejoue l'arrestation d'un jeune qui écrivait à la craie des slogans anti-Ceausescu, qui rejoue donc ces interrogatoires par la Securitate, qui était la police secrète de Ceausescu, et il y oppose donc des montages des archives télévisées de l'époque. Et c'est un film qui est de même assez verbeux, quoi, où tout se joue dans le dialogue, dans cet aspect très théâtral. Et je pense que dans l'enjeu du dialogue, il y a aussi l'enjeu de faire émerger la réalité, le sens aussi. Même si du coup ça donne quelque chose de peut-être moins plaisant à voir que peut l'être Bad Luck ou... Au-delà de plaisant, j'ai envie de dire aussi moins riche, quoi. C'est-à-dire que tu parles d'expérience, Ouais. pourquoi pas, mais Mais c'est que j'ai l'impression que la base de l'expérience, c'est aussi de mettre en jeu, je sais pas, 2 éléments et de voir ce que ça va produire. Ce que je veux faire dire, une c'est que c'est rencontre. aussi un cinéaste de la littéralité. En fait, c'est un cinéaste qui peut... par exemple, quand tu vois les films qu'il a fait sur la Shoah, The Dead Nation, on a un répertoire de photographies sur plaque de verre, il faudrait que les gens les voient, et ben on va les montrer, et je vais mettre les photographies à la suite Oui, mais dans le film. tu triches un peu parce que j'ai pas vu le film, mais j'ai lu un texte sur Criticat qui en parlait, mais il y a aussi une confrontation avec une voix off Oui. au cours du film. Donc il y a Oui, aussi l'idée Mais de il y a quand même mesurer un un parti écart pris quand qui même. est tu vois. assez radical et littéral au sein du film, justement dans cette ascèse de mise en scène. Et je pense que la question de l'ascèse de mise en scène au sein même de Continental 25, elle participe un peu de cette même veine qui est, on va montrer comment se produit Rien. l'empêchement d'une prise de conscience. Mais bon, est-ce que tu vois, est-ce que c'est un... En fait, j'ai l'impression que, à la fois je suis d'accord avec toi, et à la fois, Radu Jude en fait un film qui est fait pour être vu, tu vois, il y a un truc un peu où... En fait, est-ce que c'est pas... plutôt pour les distributeurs. C'est vrai que Oui. à la limite, Non, j'entendrais l'argument de c'est des films. Tout film est fait pour tous être ces vu. films sont des expériences, des expérimentations qui ont pas mais- comme pour projet de faire des vrais films de cinéma. Bah, mais je suis si, d'accord si, que si. En fait, c'est simplement que... non, moi, là-dessus, je suis pas d'accord. C'est pas pour faire des vrais films de cinéma. C'est que chaque film est un essai cinématographique, mais pas au sens où il va écrire un essai, mais au sens montagnien, c'est-à-dire un essai de littérature, un essai voilà, d'une piste, une tentative c'est pas de fait mise pour en être scène. agréable, quoi. Bah, c'est pas forcément fait pour être Oui, agréable. mais en fait, au-delà de agréable ou pas, ce que je voulais dire par c'est un film qu'on va devoir voir, c'est que le risque aussi de l'expérience, qui est logique, c'est que il y a des expériences qui réussissent Oui, et d'autres qui tout réussissent à pas, fait. quoi. Et Après, moi, c'est aussi pour ça que j'aime le film. C'est en tant que tentative. c'est ça, mais tu vois, Ouais. là, on arrive sur un truc qui peut-être peut être un peu une bonne transition vers Dracula, Non, c'est parce que que c'est pas la même chose. l'un comme l'autre, Continental et Dracula, sont des films un peu sur, on pourrait presque dire, des expériences qui n'aboutissent pas, ou qui aboutissent à un échec, un statu quo. Mais voilà, dans quelle mesure est-ce que je veux dire, l'idée théorique d'un film qui est un échec peut quand même donner un film qui est intéressant en tant que tel. Et est-ce que, voilà, c'était ça ma transition, c'est est-ce que, t'as dit que le film t'intéressait comme tentative, mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas familier avec l'œuvre de Radu Jude et qui ne prend pas le film comme une pierre d'un objet plus grand qui serait l'œuvre en entier, peut y trouver un intérêt propre, quoi. Ce qui est mon cas, par exemple. Moi, je découvrais Voilà. Radu Jude à travers ces deux films. Eh ben, je pense plus dans Dracula que dans Continental 25. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Pitch-nous Dracula. Bah, dans Dracula, le stick. c'est assez compliqué à pitcher puisque c'est ce qu'on appelle un récit enchâssé. C'est à la fois un récit enchâssé et une sorte de film à sketch. Oui, un récit enchâssé. Oui, mais ça veut pas forcément Récit dire... enchâssé, ça peut être deux récits Enchâssé, qui sont c'est en montage quand parallèle. Enfin, c'est En montage alterné. c'est Diderot, Cervantes, etc. C'est quand t'as des digressions qui sont... des récits qui sont digressés ok, au sein même de Oui, récits. oui, ok. Mais donc Dracula, c'est l'histoire tout simplement d'un réalisateur à qui on a passé la commande d'un film sur Dracula
et qui ne sait pas quoi faire, et du coup qui discute avec un avatar de ChatGPT. Et, Qui va lui proposer des films possibles sur Dracula. Voilà, des films, tout à fait, des films possibles sur Dracula, mais pas uniquement, puisque je pense, et que c'est central dans Dracula, le Radu Jude va adapter au sein du film 3 récits roumains inconnus. Il va faire le remake d'un film réaliste socialiste de la période Ceausescu. Il va faire l'adaptation d'un roman de la Seconde Guerre mondiale, un roman de vampire. Vampirule. Et celui d'une farce du 19e siècle. Avec donc, voilà. Et peut-être juste pour préciser un peu sur la structure du film, mais donc effectivement c'est conçu un peu sur des allers-retours avec ce personnage de cinéaste qui va devenir un peu le monsieur loyal du film et qui par ailleurs imite Radu Jude au début du film. Okay. Il faut le savoir. Mais et qui s'adresse directement à nous pour nous présenter ce qu'on va voir, et qu'en parallèle de ces petits récits déconnectés, on a aussi un espèce de récit en pointillé, en fil rouge, autour d'acteurs qui, en gros, on suit deux personnages qui, le soir, interprètent dans une espèce de cabaret une version de l'histoire de Dracula, et qui sont aussi un peu des sortes de prostituées pour touristes, qui organisent chaque soir une espèce de fausse chasse à l'homme où les touristes peuvent mettre à mort plus ou moins Dracula, sauf qu'un soir ils décident de vraiment prendre la fuite et donc risquent d'être vraiment mis à mort par cette foule qui les poursuit. Et donc on a un peu les 3 entre guillemets niveaux, à la fois le narrateur, ce récit auquel on revient, et des récits plus contenus, quoi. Voilà. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que c'est un peu un film monstre, dans la mesure où, au-delà de parler de Dracula, il dure 2h50. On parlait de différents récits imaginés par IA, il y en a plus d'une dizaine. C'est vraiment... Il y a beaucoup de choses. Et peut-être dire aussi... Oui, pardon. Et je voulais préciser aussi qu'il y a pas mal de moments où l'IA intervient visuellement précisément. Des images générées. C'est-à-dire que des vidéos générées par IA viennent soit illustrer, soit suppléer des narrations du film, généralement volontairement hideuses, ou en tout cas kitsch, et qui viennent de temps en temps mettre, je pense notamment à un plan où, dans la séquence des 2 vampires qui s'enfuient, ils sont éclairés avec une fausse lumière de police, contre-champ, on a la voiture de police et le policier, presque comme si on ne pouvait pas avoir cette image-là sans l'aide de l'IA, quoi. Plus précisément, je dirais que l'IA est la seule occurrence dans le film du vocabulaire esthétique classique du vampire au cinéma. Aussi. C'est-à-dire que l'IA serait par exemple la part un peu gothique ou des choses comme ça. Exactement, ouais. Ok. Oui, dans cette sorte d'idée que... Après, il y a aussi des plans qui sont tournés dans des caves, des endroits qui évoquent un peu des châteaux. Mais qui sont filmés dans toute leur nudité. Oui. Qui ne sont pas esthétisés comme de manière... Oui, il n'y a pas la classiquement brouillard, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas l'iconographie au sens... Oui, c'est ça. C'est un film qui, justement, prend le parti d'être à l'opposé de la manière dont on a traditionnellement représenté Dracula au cinéma, puisque et pour cause, Dracula est un vampire roumain, mais dont le récit a été écrit par Bram Stoker, qui est donc un auteur anglo-saxon, et c'est là l'enjeu du film, en fait, c'est l'extériorité de Dracula vis-à-vis de la figure esthétique et symbolique qu'est Dracula vis-à-vis d'une histoire roumaine où il est Vlad II l'Empaleur, Vlad III l'Empaleur. Donc un personnage Vlad historique. IV le retour. Vlad IV. Et Vlad V la préquelle. L'Empire contre-attaque. Et donc il y a tout cet enjeu. Et pour revenir à la question que tu posais, Clément, au début, la différence entre Dracula et Continental 25, c'est qu'il ne se passe pas rien dans Dracula. Ce qui se passe, c'est toutes ces digressions. Et ces digressions, elles ont un sens que je trouve énorme. C'est qu'en fait, elles viennent ressusciter, réveiller d'entre les morts, une culture populaire roumaine. Et donc, c'est un film qui, pour moi... voilà, après, j'aimerais entendre votre avis, mais dire peut-être ça simplement, c'est un film qui veut
rétablir en quelque sorte un lore, une matière de récit dans laquelle puiser, qui serait spécifiquement roumaine. Voilà. Mais ce qui est intriguant quand même, c'est, je pense, je vais me servir des deux sens du mot populaire, c'est-à-dire, en effet, c'est la culture populaire roumaine dans la mesure où c'est la culture un peu historique du peuple, etc. Mais c'est un film qui assume ne pas du tout vouloir ressusciter ces mythes-là, dans la mesure où personne n'a envie de voir les histoires présentées comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont très anti-spectaculaires, elles sont laides plastiquement, elles sont majoritairement très ennuyantes et mal jouées, mal rythmées, en tout cas avec un gros décalage, dont j'ai la sensation que Radu Jude nous présente tout ça avec un très grand cynisme, c'est-à-dire déjà d'une part, si l'IA peut tout récupérer, peut tout esthétiser, alors ce n'est plus à nous de faire de l'esthétique, parce que l'IA va le faire à notre place, enfin de l'esthétisme, pardon, plutôt. L'IA va le faire à notre place, et j'en ai marre, le fait qu'il y ait plein de Dracula qui sortent en ce moment, et lui donne plutôt raison, de voir ad vitam aeternam ce motif ressusciter tout le temps de la même façon. L'IA peut le faire à notre place, il suffit de l'écrire sur ChatGPT. Sauf que donc sa contre-proposition, c'est de nouveau un évidement pur de tout ce qui est caractéristique et constitutif de ces mythes, et de les rendre plutôt insupportables à regarder. Pour être honnête, c'est un film qui est vraiment très dur à regarder. Pour ma part, j'ai commencé à regarder ma montre après 40 minutes de film, et j'ai été surpris du fait que c'était que 40 minutes de film qui étaient passées. Non pas que ce soit un argument critique de dire qu'on s'ennuie devant un film, mais je constate que malgré la prolifération des images, qui est plutôt de tendance à stimuler intellectuellement un spectateur face à la découverte de nouvelles matières, de nouvelles structures, de nouvelles propositions, j'ai l'impression que le film tourne vraiment très très vite en rond, et en fait passe son temps à travers chaque nouveau récit à présenter exactement le même propos, et n'arrive pas du tout à se renouveler soit formellement, soit, on va dire, intellectuellement. Alors, peut-être je complète juste avant de te repasser le bâton de la parole pour contredire. Mais effectivement, ce qui frappe aussi devant le film, c'est son côté un peu de farce grotesque, et son mauvais goût assumé, puisque tout le film est un petit peu à l'image de cette espèce de show Dracula un peu sensationnaliste, avec de la nudité, voilà, des grossièretés, etc. Et tout le film est émaillé comme ça de cette espèce de ton un peu irrévérencieux, provocateur. Maintenant, là où je rejoins un peu Loïc sur cette espèce de cynisme, c'est que à la fois le film nous propose, comme tu l'as dit, tout un tas de Dracula possible, enfin de Dracula au sens de film construit autour de Dracula, et en même temps, son personnage de narrateur et le reste du film passe son temps à désamorcer un peu le potentiel esthétique de ces films, puisque... Oui, mais comme un... Pardon. Puisque, je sais pas, par exemple, il va dire oui, ce serait un peu bête de faire un film sur Dracula comme métaphore du capitalisme vampirisant, et ensuite nous balancer un film sur plusieurs dizaines de minutes qui repose précisément sur cette idée-là. Oui, mais où il se produit des choses. En fait, c'est le... Et puis, enfin, c'est un narrateur littéraire, le personnage principal, et le narrateur littéraire fait souvent des adresses au lecteur en disant au lecteur, tu t'attends à cela. Enfin, dans la littérature classique, c'est souvent ce jeu avec le narrateur est souvent assez évident. Moi, je suis en train de lire Lolita. Humbert, il s'adresse à nous. Voilà, bon. Mais cela dit, moi je reviendrai peut-être sur la sensation d'épuisement qui, je pense, est vécue par tout le monde devant Dracula. Même par toi, tu le conseilles? Bah oui. D'accord. Moi-même, je suis sorti du film, je me suis dit, bon, je vais le digérer un peu. Mais ça m'a mis 2 heures à digérer, et en fait, c'est un film qu'on est plus bête que lui, parce que nous, ça fait plusieurs jours. Non, pas du tout, c'est simplement... Non, moi je l'ai instantanément digéré, rejeté. Tu l'as rejeté, tu l'as vomi. Tu l'as contre-vomi. Et je pense que c'est une question qui est assez centrale dans Dracula, c'est que c'est un film qui
ou bien on digère, ou bien on le vomit, puisqu'il y a beaucoup, par exemple, de gens qui sont partis au bout de 50 minutes, 1h30 de film, quoi. À Locarno aussi, quand il a été présenté, il y a beaucoup de gens qui sont partis, et voilà. Moi, je pense que c'est un film pour lequel il faut faire l'effort de le voir, parce que il est pas homogène, justement. Il est hétérogène, il y a alors peut-être ces effets de justement changer, peut-être de transposer Dracula à différents endroits, mais c'est aussi un film de variation. Par exemple, la question de la sexualité, la vulgarité, elle n'est pas la même dans toutes les histoires qui sont présentées. On a une vulgarité ou une sexualité dans ce segment un peu central du film qui est plutôt de l'ordre, je dirais, naturaliste, c'est-à-dire décrire la façon dont la sexualité est aussi un métier à travers le travail du sexe et quels sont les enjeux qui se nouent autour du travail du sexe et comment on peut rapporter ça à l'idée, à la description de la Roumanie. Mais c'est pas le cas dans le dernier récit un peu bloc qu'il insère dans le film, où là on est face à une sexualité grivoise de l'ordre de la farce et de l'ordre du registre littéraire, de la chanson paillarde, de la paillardise. Et tout cela, ça pourrait être vu, ce rapport à la vulgarité, à la sexualité. Lui, il le conçoit comme un rapport à la bêtise. C'est-à-dire qu'il se revendique un peu d'un geste néo-dadaïste ou dadaïste, qui est aussi d'une avant-garde qui avancerait parce qu'elle fait les choses les plus bêtes du monde. Et donc il y aurait d'une part cette chose, et notamment l'idée la plus bête du film, bête entre guillemets, mais c'est de visualiser, faire des visualisations par IA, qui est quand même l'objet le plus impropre, et qui est présenté de la manière la plus impropre possible au sein du film. Mais tout cela, on pourrait le voir peut-être d'une façon un peu juste réactive ou réactionnaire, dans le sens où, voilà... il nous renvoie la laideur. Je vais faire tout pour heurter la bienséance. Pour moi, c'est pas uniquement ça, c'est que elle vient des influences littéraires que va revendiquer Radu Jude, et qui fait que, pour moi, le film ne s'entend pas, contrairement à Continental 25, comme un film cynique. C'est qu'en fait, Radu Jude, les références qu'il a pour l'édification de Dracula, c'est pas Bram Stoker, c'est pas le romantisme, c'est pas... c'est des références qui sont celles du XVIe, du XVe siècle, celles de la Renaissance et de l'humanisme. Il va citer plutôt Rabelais ou Diderot, qui est plus postérieur, du XVIIIe siècle, mais c'est un film qui est beaucoup plus proche, en fait, du plaisir de raconter de la littérature de la fin du Moyen-Âge, début des temps modernes, et où, dans cette littérature, la question de l'abondance, de la farce, du trop est centrale, que ce soit chez Rabelais, mais que ce soit chez plein d'autres. Les histoires grivoises sont centrales dans les romans de Marguerite de Navarre, de Boccace, etc. Boccace. J'ai toujours un problème avec les tché, parce que la dernière fois, il y avait la tché. T'aimes pas le tché si, ah bah voilà. Il l'a dit, il n'y a plus de problème. Oh non, le tché. Le tché, quand même. Chapeau l'artiste. Mais tu vois, pour rebondir... pardon, t'allais... Non, c'est pour faire... Ok. pour rebondir sur cette idée un peu du plaisir de la variation, c'est-à-dire, en gros, de regarder le film presque un peu comme une sorte de livre de contes où on saute d'histoire en histoire comme ça avec un, je sais pas, comme avait fait George Miller, c'est-à-dire, je pense à 3000 ans à t'attendre, qui est un film où les histoires les unes par rapport aux autres n'apportent pas forcément, ne forment pas forcément une continuité, mais se justifient par le simple plaisir de raconter une histoire de plus. Mais là, la différence, où là j'ai plus de mal avec la notion de plaisir, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de grosse désinvolture aussi de la part de Radu Jude, qui nous met en permanence face à la... je sais pas comment le dire autrement, mais la médiocrité volontaire des images qu'il nous propose, que ce soit les images d'IA ou les autres, où on sent qu'il y a une envie tout à fait volontaire, et évidemment volontaire, d'avoir des acteurs qui cabotinent, des décors un peu cheap, des effets qui échouent, avec par exemple ces faux ralentis qui sont faits juste avec les acteurs qui bougent doucement, qui est en fait une dimension quasiment parodique,
qui me semble un peu contradictoire avec cette logique livre de contes, plaisir de l'histoire, quoi, tu vois. D'autant que tu parlais potentiellement de multiples variations, mais il y a plein de motifs qu'il reprend d'histoire en histoire, qu'il répète, je pense, au ralenti. Il l'utilise dans deux blocs différents. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas comme ça une proposition de radicalité différente entre chacun. Je dirais pas ça parce que pour moi, l'enthousiasme humaniste de Radu Jude, il se porte justement, enfin, on va revenir au quiz, sur les formes amateurs de mise en scène et sur l'innovation amatrice ou l'innovation non professionnelle. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il va se diriger vers des films plus improvisés, pirates, enfin tournés de manière pirate comme les Continental 25, ou un film low budget, même si c'est le petit budget de Dracula est aussi une contrainte avec laquelle il dirige. Et je pense que aussi dans cette question de l'impro, enfin de jouer au ralenti, il y a aussi peut-être l'imitation de TikTok qu'il a vu. De justement essayer de trouver des moyens de raconter ces histoires qui ne soient pas ceux de la grosse industrie cinématographique, à la fois celle du blockbuster et celle de l'art-essai, auquel il appartient plus, celle des grands festivals de l'art-essai. Et pour moi, il y a à la fois un geste de refus du world cinema, cette forme d'art-essai global qui raconte plus ou moins la même chose selon de ce qu'on attend des pays dont les films sortent. Enfin, par exemple, les autres cinéastes de la nouvelle vague roumaine font des films sur la Roumanie pour les Occidentaux. Ça pourrait être un reproche qu'on fait à Radu Jude, sauf que pour moi, il s'évertue justement à voilà, mettre en scène aussi des manières de faire, d'essayer d'entrevoir les possibilités de renouveler la création en Roumanie et d'essayer de percevoir comment, voilà, quelles sont les créations possibles en Roumanie. Excuse ma vulgarité, mais j'ai quand même l'impression que il est conscient que tout ce qu'il fait, c'est un peu de la merde dans ce film. Enfin, il est conscient de faire volontairement T'es draculé. des trucs. Enfin, on l'a dit, c'est mal joué, c'est volontairement du mauvais goût. Enfin, je veux dire, si c'était pour donner ses lettres de noblesse à la création alternative, on parlait de TikTok, ce serait pas en faisant des trucs nuls pour dire voilà ce que c'est l'alternative, quoi. Parce que là, ça donne pas du tout envie de se tourner vers une création alternative, je suis désolé. Pourtant, TikTok, c'est spécifiquement le lieu où on crée dans l'impureté. Oui, mais c'est... Tu vois, impureté et... Tu vois, je reviens à ma formulation tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est la frontière entre un film qui revendique son impureté et un film de merde, mal foutu, quoi. Enfin, tu vois, mal fait au sens de fait avec une vraie désinvolture, quoi. Moi, je poserais une autre question. C'est à quel moment on peut décider qu'un film d'avant-garde est mal fait ? Ben moi, je te retourne une troisième question, à moins que tu aies une réponse. Parce que précisément, l'avant-garde, là, il s'agit plutôt d'aspect du langage du cinéma que d'aspect technique. Et l'avant-garde, elle se loge sur justement la recherche de l'imperfection technique. Oui, mais est-ce que l'imperfection, c'est la volontaire mauvaise qualité ? C'est ça aussi, tu vois. Je sais pas, mais pour moi, l'imperfection, c'est plus la non-maîtrise que la maîtrise. Vous avez parlé la semaine dernière d'un film sur À bout de souffle. Ouais, bah... À bout de souffle, c'est la destruction volontaire des codes du cinéma. Oui, mais... Et pour moi, Dracula participe du même mouvement. Et je vous l'ai dit en message, et je le pense sincèrement, enfin moi, je suis vraiment très fan de Dracula, mais pour moi, Dracula, c'est le à bout de souffle du 21e siècle. Et pour moi, la grosse différence entre les deux, c'est... je dirais l'endroit où se situe l'avant-garde, mais au sens de l'endroit temporel. Ce que je veux dire par là, et qui est la question que j'allais te poser, c'est que j'ai l'impression que c'est Dracula, un film qui est intéressant comme un film, je dirais, conceptuel, quoi. C'est-à-dire, le projet du film est intéressant en cela qu'il va mettre en crise tout un tas de choses, notamment par sa méthode de tournage. Mais à mon avis, la différence avec À bout de souffle, c'est que À bout de souffle, c'est un film qui produit des choses formellement à partir de cette méthode de tournage, tu vois. Et là, le truc, c'est, en gros, si Dracula est un film un peu pied de nez à une certaine critique autorisante, voilà, la bienséance, comme tu as dit, ou par opposition aux autres cinéastes roumains contemporains de Jude, pourquoi pas, mais
est-ce que c'est un film qui a besoin qu'on le regarde, quoi? C'est-à-dire, si le but c'est de faire volontairement un film un peu irregardable, ce qui est un enjeu esthétique un peu réel, on en avait parlé même pour Oui, l'idée que le film s'auto-sabote d'une certaine manière, ou en tout cas, voilà, s'abîme lui-même. Mais là, dans le cas de Dracula, je me pose un peu la question, c'est-à-dire, finalement, si le but c'est de faire un film doigt d'honneur, est-ce que j'ai Mais vraiment parce que besoin pour de moi, rester 2h50 à le peut-être regarder, que quoi. c'est le paradoxe du film. Peut-être que c'est qu'il y a cette démarche moderniste, et puis il y a la mise en valeur de ces récits, de ces 3 récits au sein du film, qui sont d'autres modalités pour approcher la littérature roumaine, et la littérature spécifiquement roumaine, qui est à l'opposé du Dracula de Bram Stoker. Ouais, mais sont-elles Par intéressantes? exemple, est-ce qu'on peut parler Bah, d'un segment en elles sont particulier? plus ou moins enfin ça dépend, mais c'est des occurrences d'une littérature populaire. Mais est-ce qu'on peut parler d'un segment en particulier qui se revendique le plus d'être une adaptation littéraire, dans la mesure où il met même la couverture du livre, enfin la première de couverture du livre, avant de commencer tout ce passage, qui, selon les dires du réalisateur dans le film, dure 50 minutes. C'est le seul d'ailleurs dont il dit explicitement la durée, C'est comme si... Il nous prévient. Ouais, exactement. Joudet lui-même est conscient que ça va être très long, il nous dit attention les gars, vous montez dans un train qui est pas prêt de s'arrêter. Bah moi, écoutez, j'avais vraiment envie de savoir qui était le vampire. Voilà. Moi, je me posais la question. Mais donc, ce segment, c'est une adaptation d'un roman roumain, c'est Vampirum. Vampirule, je crois. Vampirule, ouais, je crois que c'est ça. Et qui est soi-disant le premier roman de vampire roumain, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est présenté comme ça en tout cas. Ouais. Et qui donc dure 50 minutes, qui a comme enjeu esthétique d'être très naturaliste, de se jouer dans des décors évidés, secs, avec des costumes seulement pour donner un peu de jus temporel à l'histoire, et où les acteurs volontairement cabotineux essayent un peu d'habiter le truc. Elles sont distanciées. Puisque moi, je trouve que c'est le récit dans le film qui est le plus distancié Absolument. au sens brechtien. C'est le Absolument. plus théâtral, quoi. Absolument. Et à partir du moment où on a eu 5 minutes de ça, que nous apportent les 45 autres minutes? C'est ça, tu parles de littérature populaire, mais le film est inopérant du point de vue de ce qui fonde un récit populaire, c'est-à-dire un spectacle, un suspense, Une dramaturgie. Une dramaturgie, ouais. Oui, mais comme Rabelais. C'est un récit d'humanisme pour humaniste. Mais pour autant, ça fait exister une culture populaire. Malheureusement, Là, t'es en train d'essayer de nous gaslight, Elias, à coup de comparaison, là. On l'a bien vu. Non, mais ce que On a bien vu la prépa littéraire, là, que tu nous as mis dans la figure. C'est de la bourgeoisie culturelle, ça on connaît. C'est ça. Non, mais par exemple, sur ce segment central, il y a aussi la question que c'est un film qui est... Enfin, c'est un livre qui est paru pendant l'ère Antonescu, et où la figure du vampire, elle se joue aussi par rapport à l'antisémitisme ambiant, etc. Enfin, voilà. Mais ça, c'est pas Oui, mais présent qu'est-ce que- matériellement ouais, dans ça, ce là- segment-là. Oui, pas mais du pour tout. moi, il y a une manière dans la distanciation de... Rabelais est un créateur de formes et pas un simple destructeur des formes dominantes du XVIe siècle. Tout à fait, mais d'où Merci Thomas. Eh oui, prof de français, ça va... l'indexation entre une perspective humaniste et une perspective moderniste. Puisque lui, il se loge plutôt du côté du lettrisme, du côté du dadaïsme, qui sont des mouvements qui viennent annuler ce qui s'est passé précédemment. Mais là, tu vois, tu l'as dit indexation, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi contradiction au bout d'un moment, tu vois? Bah écoute... Moi, j'ai l'impression que le film, enfin, ce segment-là du film, ce film dans le film, il ne cesse, enfin, pour moi, je peux me tromper, mais il ne met rien d'autre en scène que son propre échec à être un récit qui tient debout, quoi, tu vois. Bah moi, je trouve pas. Ouais, Ouais, mais donc, enfin, je sais pas comment dire, mais à mon avis, c'est un truc qui ne fonctionne jamais au premier degré du récit, quoi. Oui, mais après, de toute façon, c'est un cinéaste qui n'est jamais au premier degré du récit. Oui, mais donc là, on est bien d'accord que ça va contre les impératifs de Non, ce parce qu'on que appelle tu peux... populaire, quoi, tu vois. Oui, mais C'est-à-dire, parce que tu peux aussi transmettre quelque chose sans le donner au premier degré, sans le donner à voir. Sinon, tu lis simplement la pièce. La question de l'adaptation, de la mise en scène, c'est aussi de proposer une interprétation de celle-ci. Oui, mais est-ce Oui. que l'interprétation, elle passe pas par la forme?
Bah justement, pour moi, par exemple, la distanciation très brechtienne de la forme de Vampirul, c'est aussi une manière de mettre en scène le contexte historique, mais avec le contexte historique aussi, de mettre en scène un anti-Dracula, c'est-à-dire presque quelque chose qui n'a pas d'artifice, où l'artifice est immédiatement donné. Et dans le sens de donner Vampirul, tu donnes non seulement un autre récit à Dracula, qui serait un récit roumain du vampire, mais tu donnes aussi l'antipode de ce qu'est Dracula au cinéma, c'est-à-dire un récit distancié, alors que Dracula, c'est plutôt l'inverse. C'est d'emphase. C'est le primat de l'artifice, quoi. Ouais. Mais est-ce que... je sais pas... C'est peut-être un peu trivial, mais la différence, c'est aussi que, si on prend par exemple le Dracula de Coppola qui est cité dans le film, c'est un film qui est vachement mieux que ce film-là que fait Radoujouté. Bah ça dépend, moi je préfère Dracula de Radoujouté à Dracula de Coppola. Et je dis ça un peu de manière drôle, mais j'ai l'impression que si le film va sur le terrain, c'est-à-dire de dire je vais vous montrer une façon alternative de faire Dracula, il faut que cette façon alternative elle soit aussi intéressante ex nihilo, quoi, tu vois, pas que en tant que contradiction. Parce que tu vois, c'est ça aussi la différence avec À bout de souffle, par exemple. Enfin, je suis pas le plus grand connaisseur de Godard, mais il y a à la fois un refus d'un côté et un désir sincère de l'autre de produire un film qui va inventer quelque chose, va aboutir à voilà, un renouvellement. Je sais pas, il y a une sincérité en fait, tu vois, dans le désir de mise en scène. Là, j'ai l'impression que le geste de Joudet, il est presque exclusivement ironique en fait. Tout au cours du pas film. uniquement, parce que la sincérité, elle naît aussi de la transmission d'une histoire romaine. Par exemple, le truc, le sketch sur le Dracula capitaliste est tourné dans une usine où a eu lieu une répression sanglante dans les années 1920. Et puis il y a aussi cet extrait final aussi. Il y a des vrais moments de beauté et de pureté aussi dans le film, je trouve. Notamment dans l'extrait final du papa qui ne peut pas rentrer dans l'école de... Pour le coup, est très, à mon avis, différent du reste du film. C'est clair. C'est clair. Oui, mais en fait, il y a aussi une sorte de... Il met tout dedans. Il met toutes les... Enfin, il y a aussi quelque chose du film somme sur son propre cinéma. C'est-à-dire que... Ouais, mais là, tu vois... Oui, mais c'est qu'en fait, il va répertorier son répertoire de forme à lui. Oui, mais alors du coup, tu vois, là, il y a... En fait, j'ai l'impression que c'est le serpent autoriste qui se mord la queue. C'est-à-dire, tu penses que... en voulant faire un film... parce on sent qu'il y a un truc un peu de dire... Ah oui, vous m'avez adoubé instance mondiale et guindée du cinéma d'auteur. Regardez ce que je vous donne. Mais en fait, c'est un film qui n'est appréciable que précisément parce que c'est un méta-discours qui ne s'adresse que aux laudateurs a priori de Joudet, en fait. Tu vois ? Mais je pense pas uniquement.